Donc, bienvenue à ceux et celles qui se connectent, qui se joignent à nous. Mon nom est Maude, je suis agente de développement pour le PREL. Le PREL est partenaire pour la réussite éducative dans les Laurentides. Le sujet de ce soir, le sommeil et la réussite éducative, est un sujet qui nous importe beaucoup. C'est un sujet dont on parle et qui soulève de nombreuses questions, je pense, chez les parents, chez les éducateurs, chez les intervenants. Donc, j'espère que vous trouverez réponse à pas mal de vos questions ce soir. Nous sommes en compagnie de Evelyne Touchette, notre conférencière. Donc, bienvenue ce soir, Madame Touchette. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir vraiment d'être là avec vous aujourd'hui. Écoutez, je vais me présenter. Je suis professeure, chercheur sur le sommeil, bien évidemment, à l'UQTR depuis à peu près 2015. Donc, et moi, j'étudie le sommeil chez l'enfant plus particulièrement depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc, j'en connais quand même beaucoup sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions à la fin du webinaire. Ça va me faire vraiment plaisir de tenter de répondre à vos questions. Essentiellement, je travaille sur des grandes cohortes, donc en épidémiologie sur le sommeil, mais également aussi avec des plus petits groupes de sujets de recherche, de différentes recherches, autant chez les enfants, même jusqu'à l'adolescence. Donc, voilà. Puis, évidemment, j'ai publié de nombreux articles scientifiques, là, à peu près une trentaine dans le monde plus scientifique, mais évidemment, vous allez comprendre aujourd'hui que de plus en plus, je vulgarise la science là, depuis la pandémie. Je trouve ça important de prendre le temps en tant que chercheur de discuter avec la population. Donc, évidemment, le fruit de tout ça, c'est le site Apprendre à dormir comme à marcher, que d'ailleurs aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter là, pas essentiellement que ça, mais vous allez voir que vous allez sûrement connaître toutes sortes d'onglets et vous allez pouvoir répondre à différentes questions qu'on n'aura pas peut-être abordées aujourd'hui. Donc, je vais aller vers la présentation. Je vous laisse le contrôle. Je m'efface. On se retrouve tout à l'heure. Bonne présentation. Je sais pas si est-ce qu'on peut le... Oui, je la mets pour vous. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Donc, voilà. Super. Reculons. Voici au menu. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, déjà, l'objectif de la conférence d'aujourd'hui, mon but, c'est de vous transmettre le plus de connaissances possible pour que la connaissance puisse entraîner des meilleures nuances dans vos questionnements. Et évidemment, je ne vous dirai pas quoi faire pour vos enfants ou dans votre famille, parce que vous allez voir que le sommeil, il y a une très grande variabilité, mais vous allez avoir au moins les connaissances, les nuances nécessaires pour prendre vous-même après la bonne décision qui va être adaptée à votre propre famille. La recherche, souvent, on obtient une moyenne, mais après coup, il faut comme digérer l'information et l'adapter à notre famille, de dire « Ah oui, ça me parle, donc je pourrais faire peut-être telle adaptation, ça va parler à mon enfant, donc je vais mettre ça aussi en adaptation dans ma famille. » Donc, le plan de la conférence aujourd'hui, on va regarder un petit peu ensemble pourquoi le sommeil est important. Donc, à la base, si on veut vraiment le vendre à nos enfants, il faut aussi que nous incarnions un peu le pourquoi le sommeil est important. Ensuite, évidemment, vu je vous parle par rapport au PREL, on va regarder vraiment l'effet domino, donc du manque de sommeil sur la réussite scolaire, comment on se rend compte finalement que le manque de sommeil peut aussi entraîner toutes sortes de conséquences, pas uniquement sur la réussite scolaire, mais à plein de niveaux. Ensuite, on va regarder évidemment comment fonctionne le sommeil. Plus vous allez comprendre comment ce pilier développemental-là fonctionne, mais plus après on peut prendre les meilleures décisions en soi. Le portrait du sommeil pour les 6-12 ans, avoir une idée grossière ou en tout cas une idée en moyenne
de ce que représente le sommeil d'un enfant, parce qu'on va se rendre compte que le sommeil, c'est une empreinte au niveau de notre âge. On ne dort pas de la même façon à 4 ans, à 10 ans, à 35 ans et même jusqu'à 70 ans. On a vraiment un sommeil qui évolue à travers le temps. Donc, c'est très important de s'adapter et de pouvoir offrir l'opportunité à son enfant qui est vraiment dans sa tranche d'âge. Évidemment, le sommeil n'est pas seul. Avant, on parlait beaucoup d'alimentation, tout ça. Maintenant, on parle un peu de la triade, hein, qu'il faut bien bouger pour bien dormir. Et oui, s'asseoir. Puis évidemment, après, on réussit à parler un petit peu des écrans là-dedans, de la dimension plus sédentaire. Donc, dans le point numéro 5, on va pouvoir aborder un petit peu ensemble les écrans, comment gérer un peu tout ça. Puis, est-ce que ça a vraiment un impact au niveau du sommeil? Ensuite, comment reconnaître un problème de sommeil? Évidemment, vous n'allez pas devenir des intervenants sur le sommeil, mais vous allez pouvoir au moins repérer, dépister un peu pour poser peut-être vos questions aux gens qui sont spécialistes en sommeil. Ensuite, les facteurs qui influencent le sommeil. Vous allez voir qu'il y a des facilitateurs et il y a des perturbateurs. Donc, ce qu'on veut dans notre famille pour que ça fonctionne mieux, hein, on veut plus de facilitateurs que de perturbateurs. Donc, on peut jouer là-dessus dans nos propres familles. Et en tout dernier lieu, comment améliorer le sommeil? Ça va découler de notre point numéro 7 pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place là, pour que notre sommeil s'améliore. Je vais vous parler après de petits projets de recherche qui sont à lancer comme ça pour savoir si vous souhaitez que votre enfant ou votre adolescent y participe parce que vous souhaitez qu'il s'intéresse davantage à son sommeil. On va pouvoir terminer un peu sur ce point-là. Et évidemment, comme vous a dit Maude, dans le webinaire plus, il va pouvoir avoir des onglets pour en savoir plus, mais je vous ai fait aussi une diapositive récapitulative sur la bibliographie, sur quoi je me suis basée, et aussi pour en savoir plus par rapport au webinaire. Donc, commençons sans plus tarder. Pourquoi le sommeil, c'est important? Donc, premièrement, le sommeil, on sait de plus en plus que c'est un ingrédient actif dans le développement du cerveau. On sait que les êtres humains, quand on est à la naissance, il y a à peu près 75% de notre cerveau qui continue à se développer depuis la naissance jusqu'à maturité, jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, le sommeil est là pour faire le ménage, hein, pour favoriser les bonnes connexions cérébrales, hein, et la maturation du système nerveux central. Donc ça, c'est un point majeur sur le pourquoi on doit donner ou offrir l'opportunité à son enfant de bien dormir au tout début de la vie. Mais moi, je vois ça un peu comme une boîte électrique, hein. Donc, le sommeil, ça aide à ce que vraiment les connexions cérébrales soient faites plus sainement. Donc, c'est vraiment ça le premier point. Ensuite, évidemment, on a le développement physique aussi qui rentre en ligne de compte. On va parler tantôt de composition du sommeil. Il y a une partie du sommeil qui est même où l'hormone de croissance est sécrétée dans le stade plus 3-4, dans le stade de sommeil lent profond. Donc, oui, il y a un enfant qui dort plus profondément, avec un meilleur sommeil, va restaurer ses tissus de façon cellulaire. Donc, on a même vu dans une étude qu'il y avait des jumeaux identiques qui, par exemple, n'avaient pas nécessairement la même grandeur. Un dormait un peu mieux que l'autre. Donc, il y avait une différence de grandeur à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du système immunitaire, on sait aujourd'hui, hein, de plus en plus les rhumes, les grippes, tout ça, une bonne façon soit de s'en prémunir ou de se guérir, c'est de bien dormir. Donc, effectivement, il y a tout un travail qui est fait pendant le sommeil où c'est bénéfique pour le système immunitaire. La consolidation en mémoire, donc on touche un peu notre sujet aujourd'hui, dans la consolidation en mémoire, le fait de l'apprentissage. Oui, le sommeil est là pour aider à apprendre ce que l'on apprend durant la journée. Surtout le stade paradoxal, vous allez voir le REM qu'on appelle aide vraiment au rappel mnésique et tout ça. Ensuite, on a l'humeur, la concentration, donc très important aussi.
On sait que le sommeil, chez les enfants, on sait que ça vient agiter un manque de sommeil. Donc, par le fait même, après, les enfants sont davantage en agitation, moins concentrés. Même, on dit même que des fois, il peut y avoir des faux diagnostics de TDAH juste par le fait qu'un enfant va pas très bien dormir. Donc, ce qu'on veut, évidemment, on veut écarter la possibilité que ça soit le sommeil qui soit en jeu. Donc, la meilleure façon, c'est de vraiment offrir, encore une fois, une bonne opportunité de sommeil à ses enfants. Toutes les fonctions de régulation cérébrale, émotionnelle, on le sait quand l'enfant, à un moment donné, acquiert la consolidation du sommeil, n'a plus besoin de faire la sieste. Mais un des indicateurs, c'est vraiment est-ce que l'enfant est capable de se réguler, de pas faire de crise de frustration moindrement quand sa sieste tombe. Donc, oui, le sommeil a vraiment un impact au niveau de la régulation du sommeil. Quand je dis impact, il faut faire attention. Encore une fois, on ne sait pas qu'est-ce qui est l'œuf, qu'est-ce qui est la poule. C'est des liens bidirectionnels. Ça veut dire dans les deux sens. Donc, souvent, on va parler d'effet domino de la privation de sommeil chronique. Fait encore une fois, il ne faut pas tomber dans la culpabilisation. C'est pas le fait que votre enfant, par exemple, ne dorme pas bien une nuit ou à un moment donné, vous donnez un peu plus de lousse, puis c'est correct, mais c'est le fait que ça arrive à chaque soirée. Donc, à chaque soir, l'enfant s'endort tard, ça devient chronique. Il y a vraiment comme un manque de sommeil qui arrive trop souvent. Là, on peut avoir, par exemple, des indications comme je viens de le mentionner, mais encore une fois, c'est bidirectionnel. Quand un enfant va pas bien, des fois aussi a des problèmes de sommeil. Donc, c'est comment finalement créer un cercle vertueux et de casser un peu le cercle vicieux là, qui peut s'installer entre différentes dimensions du sommeil et d'autres sphères de développement. Donc, ce qui nous amène au fameux effet domino du manque de sommeil sur la réussite scolaire. Ici, je vais vous parler de... Souvent, en recherche, on va se baser, on appelle ça une méta-analyse. Méta-analyse, là, c'est comme si on rassemble plusieurs études qui ont été faites. Fait que là, c'est une méta-analyse, évidemment, que je vous raconte aujourd'hui. Ce qu'on sait, encore une fois, c'est pas un impact, que le sommeil a un impact sur la réussite académique. On sait qu'il y a un lien, donc il y a quelque chose qui est quand même très fortement associé. Et c'est la durée du sommeil. Donc, si vous donnez une plus grande fenêtre d'opportunité de sommeil à votre enfant, il y a comme un lien avec le fonctionnement exécutif, la réussite académique et également la régulation de sommeil. Donc, plus la durée est grande, meilleur est ton fonctionnement exécutif chez l'enfant et aussi plus forte est la réussite académique. Encore une fois, c'est une moyenne. Faut le voir comme étant quelque chose de groupe. Donc, encore une fois, quand on veut l'associer vraiment uniquement sur son enfant, c'est pas nécessairement vrai pour chaque enfant, mais quand on regarde un ensemble d'enfants ensemble, on voit quand même que la durée a vraiment fortement une association avec la réussite académique. On avait regardé après une étude que je vous mentionne qui est basée sur les données longitudinales du développement des enfants du Québec, qui a été fait avec Dominique Petit, là, la gang de Sacré-Cœur de Montréal, qui est vraiment un centre de l'étude avancée du sommeil. Et ce qu'on avait regardé, c'est que les enfants qui dormaient moins bien dans les 3 premières années de vie avaient un risque plus grand d'être classés un petit peu sous la moyenne dans plusieurs domaines de réussite académique, autant mathématiques, français, sciences et même dans la moyenne globale, et ce, plus tard, donc à 10 ans. Donc, c'est intéressant quand même de vous le mentionner parce que, encore une fois, ça va dans la voie, comme j'ai dit, le sommeil aide au circuit électrique, donc effectivement, et à toute la régulation émotionnelle. Donc, c'est un beau levier d'intervention pour vous en tant que parent ou en tant qu'intervenant pour regarder comment le sommeil fonctionne dans cette famille-là pour voir est-ce qu'on peut donner un bon petit coup de pouce pour que l'enfant soit davantage disponible à l'apprentissage. Ensuite, comment fonctionne le sommeil?
Évidemment, je vais y aller grossièrement. Comment on réussit à dormir plus la nuit que le jour? On le sait que il faut comme deux processus, OK? Le processus S, que j'appelle un peu le processus, le grand mot, c'est homéostatique, mais on peut le voir comme un sablier. Plus on passe de temps dans notre journée, plus on est fatigué, donc plus on accumule du sommeil, OK? Donc, c'est vraiment ce qui est illustré dans la courbe juste en haut. Et ensuite, si on avait seulement cette courbe-là, on serait de plus en plus fatigué. Alors que ce n'est pas le cas, et c'est le processus circadien qui nous aide à compenser le sable qui s'accumule dans le sablier. Donc, c'est vraiment une propension à l'éveil qui vient nous aider, comme aujourd'hui. Si, par exemple, on n'avait pas eu de processus circadien, vous auriez été très fatigué à écouter, par exemple, ma présentation parce que vous auriez passé toute la journée à accumuler du sommeil. Toutefois, le processus circadien, on voit une belle bosse juste durant, en soirée, là, à l'heure où on est. Donc, ça vient stimuler notre éveil et c'est pour cette raison-là qu'on est davantage éveillé que, par exemple, juste après avoir passé notre repas du dîner. Et après, on a vraiment deux courbes qui diminuent de façon synchrone ensemble. Et c'est là qu'on a notre belle période de sommeil où on est capable de s'assoupir pendant le temps de la nuit. Et après, on se réveille, les deux courbes remontent et tout ça. Donc, c'est vraiment une interaction entre le processus S et le processus C. La fameuse horloge circadienne, dont le deuxième, là, c'est vraiment une horloge qui est à l'intérieur de notre cerveau, okay, qui est juste située derrière nos yeux. On les appelle dans nos deux petits noyaux suprachiasmatiques, juste au niveau de notre hypothalamus. Et évidemment, c'est grâce au sommeil, à la lumière, à nos interactions sociales que notre horloge se resynchronise à chaque jour. Donc, ça explique pourquoi c'est si important les routines. Puis en même temps, pourquoi les écrans ont aussi de dommages aussi au niveau de notre horloge circadienne, c'est qu'elle retarde notre heure de coucher. Parce qu'elle vient stimuler aussi cette horloge-là. Parce que si on était dans une grotte, par exemple, on serait capable de se coucher dans un rythme, mais on aurait un décalage au niveau de notre horloge circadienne parce que notre horloge circadienne est un petit peu plus grande que 24 heures. Hein. Certaines personnes l'ont à 24,2 heures, d'autres 24,6. Et c'est vraiment le fait qu'on soit en interaction avec les autres, avec la lumière, avec nos repas aussi qui nous aident à synchroniser notre horloge. Donc, plus on est bien rythmé dans notre vie, mieux on va avoir un meilleur sommeil. Donc, d'où le pourquoi les routines sont si importantes, mais si des fois difficile à appliquer, parce qu'on sait que ça demande quand même beaucoup d'énergie de mettre ça en place le soir, mais combien importantes sont-elles? Donc ici, je vais vous montrer un peu les impacts que ça a dans votre corps. Donc si on voit le diagramme juste ici, ça c'est la fonction biologique de notre température corporelle. Donc encore une fois, ça a un impact au niveau de notre rythme. Vous connaissez la mélatonine, mais la mélatonine aussi, c'est un rythme. Donc, souvent, les gens vont me dire « Ah, Evelyne, finalement, pourquoi les routines sont si importantes dans la sécrétion de mélatonine? » Mais effectivement, c'est un rythme circadien. Donc, si on va avoir une bonne sécrétion de mélatonine juste avant notre dodo, ben il faut préparer notre corps et c'est pas comme une interruption on-off, c'est quelque chose qui se prépare, le sommeil. Ça se prépare avec une routine, ça se prépare avec quelque chose qui n'est pas une stimulation très forte, mais bien rythmée, donc qui prend du temps. Le cortisol qu'on connaît aussi, c'est un rythme circadien. Notre hormone de croissance, comme je vous avais dit, qui est sécrétée durant le sommeil, est aussi une fonction biologique qui suit un rythme circadien. Donc, d'où l'importance de prendre soin de nos rythmes circadiens. Et la meilleure façon, c'est d'avoir une routine. Pourquoi on aime ça aussi? En vacances, ça fait du bien de changer la routine, mais après les vacances, qu'est-ce qu'on aime aussi? C'est retourner à notre routine pour finalement retrouver un certain ordre au niveau biologique et psychologique. Donc, ensuite, je voulais vous parler de quoi était composé le sommeil. On sait que c'est
avant, on savait pas trop dans les années 50 qu'est-ce qu'était le sommeil. Puis on a découvert qu'il y avait toutes sortes d'ondes intéressantes qui sont vraiment différentes. Et là, je vous présente un cycle de sommeil. Souvent, avec les enfants, on va leur présenter comme étant un train de sommeil. Donc, comment je vois ça, c'est que il y a la locomotive, où le parent est là pour mettre les routines, offrir les bonnes opportunités de sommeil adéquates. Ensuite, on a l'endormissement qui est, le sable qui tombe dans le sablier. Et on a deux types de sommeil. On a le sommeil lent, qui est vraiment celui-ci là, de 1 à 4. Et on a de plus en plus des ondes hyper synchrones, ça veut dire de plus en plus lentes, où là, notre cerveau est vraiment dans un sommeil lent profond, où l'hormone de croissance est sécrétée pendant le stade 3 et 4. Et en tout dernier lieu, on a le petit wagon rouge, qui est le sommeil paradoxal. Et lui est vraiment bon pour nous aider à retenir les choses, faire le ménage de notre cerveau, la santé mentale. Ça fait le ménage. D'ailleurs, ces ondes-là ressemblent beaucoup aux ondes d'éveil cérébral. Donc, c'est comme c'est notre cerveau où on est endormi, où on fait le ménage de tout ce qu'on a vécu là, durant notre journée à l'état d'éveil. Donc, sans rentrer trop dans les détails, mais au début de notre nuit, on a une certaine composition au niveau de notre cycle de sommeil. Et souvent, on va avoir à peu près 6 à 7 cycles. Donc, 6 à 7 trains de sommeil. Et notre train de sommeil est composé de différentes proportions de sommeil lent, et de sommeil paradoxal. Plus on est en deuxième portion de nuit, plus on a du sommeil paradoxal. Et plus on est au début de la nuit, plus on a du sommeil lent. Donc, le pourquoi qu'on se souvient plus de nos rêves, là, souvent c'est quand le sommeil paradoxal est, étant donné qu'on est à la fin de notre nuit, on en a plus à ce moment-là. Donc, fameux portrait de sommeil pour la tranche d'âge d'aujourd'hui, ceux auxquels on porte plus attention aujourd'hui, c'est nos 6-13 ans. Donc, encore une fois, c'est une moyenne. Donc, une moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous, en tant que parent, connaissiez votre enfant et de savoir c'est quoi son besoin individuel de sommeil. Là, vous allez me dire, mais comment je fais ça? Tantôt, je vais vous donner des indications un peu pour savoir est-ce que votre enfant dort assez. Mais de façon générale, 6-12, c'est de 9 à 11 heures de sommeil. Et le petit bleu turquoise, c'est un peu les moyennes basses, jusqu'à 12 heures de sommeil. Bon. Ensuite, les 14-17 ans dorment un petit peu moins, mais sensiblement, c'est pas mal pareil. On sait que les adolescents ont une pression de sommeil beaucoup plus forte que nos 6-12. Puis souvent, vous allez voir, on va en parler un petit peu de nos ados, mais ils vont avoir tendance à avoir un délai de sommeil. Donc, ce délai de sommeil-là peut être, on peut les voir comme étant paresseux, à avoir de la difficulté de se lever, mais c'est pas le cas. Donc, ce fameux délai de phase, souvent va s'installer après la puberté. Et c'est là qu'on va avoir une sécrétion de mélatonine à peu près 1 heure plus tard. Et nos adolescents vont être capables de plus tolérer la pression homéostatique, donc le fameux sablier. Ils vont dire « Non, maman, je ne veux pas me coucher, je ne suis pas encore fatiguée. » Donc, c'est vraiment, biologiquement, c'est vrai. Et puis, on a même des facteurs aussi qui viennent contribuer, comme une espèce de tornade, là, où, évidemment, l'adolescent est de plus en plus autonome aussi dans son horaire, plus d'activités parascolaires, plus d'écran, des fois aussi, à gérer pour un parent. Donc, ça donne une espèce de tourbillon qui ressemble à ça, là, où une chercheure de Boston a essayé de l'illustrer pour les parents. Donc, c'est vrai, le processus C et S de tantôt a vraiment un vrai décalage biologique. Donc, notre mélatonine est un peu plus tardive à sécréter pour l'adolescent après la puberté. Et on a une espèce de spirale qui s'entraîne sur l'autonomie au coucher, pression académique également, temps d'écran multimédia, qui viennent vraiment comme pousser les heures de sommeil d'un adolescent. Et souvent, on les contraint à se lever plus tôt à l'école. Et ce que ça crée une plus courte durée de sommeil.
Et cette durée de sommeil-là, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils la compensent durant la fin de semaine. Donc, tantôt, la triade de bouger, dormir et s'asseoir. Ici, c'était juste pour vous donner une indication du fameux 4 que vous avez dans le coin ici. Là. On a le bouger, qui est l'activité physique de faible intensité et aussi intense. Là. Et dormir, c'est vraiment la composante majeure qu'un enfant adolescent doit vraiment essayer de cibler. Encore une fois, on est dans les mêmes recommandations que je vous ai mentionnées tantôt. Et le fameux temps d'écran, qui est s'asseoir, le comportement sédentaire, c'est un maximum de 2 heures par jour de temps de loisir devant un écran. Mais encore une fois, c'est des recommandations. À vous de voir si dans votre famille, vous souhaitez aussi vous mettre au défi pour pose ton écran et tout ça. Donc, vous allez voir dans le site Internet aussi Apprendre à dormir, comment marcher. On a toute une section sur sommeil écran. Mais encore une fois, c'est tout un défi là, de se lancer là-dedans. Mais je pense que c'est important en tant que parent de aussi incarner ce qu'on dit. Donc, faire attention nous-mêmes avec notre prise de téléphone, de se questionner, sommes-nous dépendants, de placer notre téléphone cellulaire le plus loin possible pendant les périodes de repas, ne pas l'avoir aussi avec nous. Tu sais, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui représente votre famille, mais encore une fois, moi, je vais vous donner plus des indications au niveau des données probantes sur qu'est-ce que ça a comme impact au niveau du sommeil. Donc, ce qu'on sait au niveau du sommeil, pour les enfants 6-12, ça, c'est vraiment des études qui ont montré ça, que l'utilisation des médias électroniques, que ce soit n'importe quelle télévision, console de jeu, téléphone, ordinateur, temps passé devant un écran en général, près du moment du coucher, et le fait que leur présence soit dans la chambre, c'est vraiment associé à des couchers d'heures plus tardives et donc à une durée de sommeil plus courte. Donc, si on fait le lien avec tantôt, durée de sommeil plus courte a un impact éventuellement sur la réussite scolaire de façon en moyenne encore dans un groupe. Donc, il y a des preuves vraiment avec le fait que l'utilisation de médias et le temps total passé devant un écran, il y a des liens aussi avec des troubles de sommeil et les réveils nocturnes. Fait que si à un moment donné, votre enfant vous parle, j'ai de la difficulté, je me réveille la nuit, posez-vous des questions. Est-ce que comment sont gérés les écrans dans votre famille? Comment aussi intéresser votre jeune à lui-même protéger son sommeil? Je pense que c'est une des clés pour que lui-même puisse choisir aussi qu'est-ce qu'il consomme même si on met le filtre bleu. Je ne sais pas s'il va y avoir des parents qui vont poser la question. Même si un filtre bleu, des fois, c'est le contenu aussi qui est regardé, qui vient stimuler l'enfant, tout ça, ou le jeune adolescent à se coucher plus tardivement. Mais même nous, ça nous arrive le moindrement quand on stimule notre cerveau avec différentes contenus, ben on va retarder notre endormissement. Contrairement, par exemple, à un livre où le livre, lui, on se met à lire, puis moindrement, le sommeil vient plus rapidement. Ici, je vous ai mis un onglet pour sommeil et écran recommandations. Si vous voulez aller voir vraiment plus en profondeur sur comment vous positionnez en tant que famille, l'important, c'est vraiment pas de vous dire quoi faire, mais vous de trouver comment faire dans votre famille. Vous savez exactement qu'est-ce qui correspond, ou même si vous êtes intervenant, de poser la question à la famille, comment ça se passe, d'oser parler sommeil. Je pense que c'est la meilleure façon de trouver une réponse ou de diminuer certaines habitudes, c'est vraiment d'ouvrir la parole puis de dire comment on secoue ça, puis comment on essaie de changer certaines habitudes. C'est un peu la même chose aussi avec l'alimentation. Ou même l'exercice, le sommeil aussi, on doit s'y intéresser. Ça a un impact dans notre vie diurne, dans notre fonctionnement. Donc, comment faire pour que ces habitudes-là soient en meilleur arrimage avec ce que vous souhaitez profiter en termes de fonctionnement durant la journée. Donc, comment reconnaître un problème de sommeil?
Vous, en tant que parent, est-ce que finalement mon enfant a assez de sommeil, étant donné que c'est un besoin individuel, puis les enfants n'ont pas tous le même besoin. Il y en a qui sont des courts dormeurs, il y en a qui sont des dormeurs plutôt moyens. Mais de façon générale, là, si tout le monde est court dormeur, il y a un problème, là. Et c'est un enfant sur 10 qui est un court dormeur. Donc, de façon majoritaire, il y a plus de chances que votre enfant vraiment soit dans les dans les besoins plus de 9-11 heures. Donc, il y a des signes physiques. Hein, vous pouvez voir, est-ce que votre enfant a des cernes? Est-ce qu'il baille souvent? Est-ce que l'arcade sourcilière rouge? Ça, c'est plus chez les petits. Les signes psychologiques, l'irritabilité. Hein, vraiment, il y a une espèce de rien ne semble le satisfaire. Ils peuvent même avoir des pleurs plus facilement en temps normal, plus chez les plus petits. Chez les plus grands, plus d'apathie, hein, incapacité à réagir, à être indifférent. C'est pas uniquement l'adolescence, là, mais vraiment comme une espèce d'apathie d'un état qui ressemble à la dépression, hein, qui peut être observé. Et dans les signes plus comportementaux, on a autant le ralentissement des mouvements, à la difficulté à se lever le matin, et autant l'agitation. Donc, l'enfant qui va répéter son histoire, les ritournelles, être agité, parler davantage, voilà. Et les signes cognitifs à ne pas oublier, manque de concentration, manque de persévérance aussi à la tâche. Un enfant qui est très en manque de sommeil va souvent va vouloir plus quelque chose de facile. Hein? Mais même nous, là, quand moindrement on est fatigué, c'est plus difficile de se concentrer, c'est plus difficile de terminer une tâche. L'organisation est plus compliquée aussi. On peut se mettre à oublier certaines choses. Fait que vous voyez que le portrait est quand même très large, mais si vous voyez qu'il y a plusieurs indications chez votre enfant, posez-vous la question, est-ce qu'il y a assez de sommeil, assez d'opportunités de sommeil? Puis bon, encore une fois, les heures de sommeil, essayez pas de mettre ça tout de suite d'un bond, à dire, ben là, aujourd'hui, alors que votre enfant se couche à 10 heures, mettons, puis là, vous voulez qu'à un moment donné, il se couche vers 7h30, vous allez devoir reculer par bond de 10 ou 15 minutes. Là, ça se fait pas un claquement de doigts. C'est sûr que sinon, il va avoir une difficulté à s'endormir. Là. Donc, encore une fois, c'est une question de rythme. Ça s'apprend, mais il faut vraiment faire les bons comportements pour que la routine aussi soit de plus en plus soporifique, hein, qu'après la routine, l'enfant même se met à bâiller puis va au lit de lui-même. Bref, ça se travaille, mais il faut un cadre, hein, il faut vraiment un accompagnement bienveillant, mais cette routine-là doit être connue de part et d'autre, autant de la part de l'enfant que de la part du parent. Donc, dans les types de problèmes, je vous mettais un peu la table sur... il y a 2 types, grosso modo, de problèmes de sommeil. Chez l'enfant, on ne parle pas encore d'insomnie. Hein. On parle de proto-dysomnie. Donc, mais ça ressemble beaucoup à l'insomnie. C'est des problèmes d'initiation de sommeil. Donc, plus un enfant prend plus de 30 minutes à s'endormir, des résistances à aller au lit, on peut dire qu'il y a quelque chose qui semble se dessiner vers un problème à initier son sommeil. Ensuite, on a le problème de maintien. On l'a aussi dans l'insomnie de maintien là, chez les adultes. Donc, c'est des enfants qui vont se réveiller pendant la nuit ou qui vont se réveiller très précocement le matin. Et les éveils, ça va prendre du temps. Ils vont avoir de la difficulté à se rendormir. Des fois, il y en a certains aussi qui vont dans la chambre des parents faire du cododo, tout ça. Donc, ça, on est vraiment plus de l'ordre des proto-dysomnies. Et ensuite, sinon, on a complètement une autre catégorie. C'est pas la même façon d'aborder les choses, c'est les parasomnies. Donc, il y a 4 grandes catégories de sous-catégories de parasomnie. On a les troubles de l'éveil. Troubles de l'éveil, c'est des manifestations comportementales qui, vous vous souvenez de notre organigramme de type de sommeil, c'est dans le stade 3-4, il peut arriver un éveil incomplet pendant ce moment-là, et donc l'enfant n'est pas réveillé, mais a un éveil pendant son stade profond. Donc, on va constater des mouvements complexes,
d'où le somnambulisme que tout le monde connaît. Mais l'enfant est encore endormi, donc ça sert à rien de le réveiller. On va juste amener l'enfant dans son lit, le recoucher. Et on a les terreurs nocturnes hein, qui, des fois, peuvent être confondues avec les cauchemars. Et là, on est vraiment en première partie de nuit. Souvent, ça se passe encore une fois à un éveil incomplet. L'enfant n'est pas réveillé, va crier, va avoir des sueurs, vraiment une activation du système sympathique, là, dans le sens, ça peut être très impressionnant pour un parent quand son enfant fait des terreurs nocturnes. Et c'est ça, dans les interventions, c'est plus de calmer l'enfant, mais pas le réveiller. De toute façon, l'enfant est encore endormi, puis ça va se calmer par la suite. Souvent, on dit d'explorer à savoir qu'est-ce qui a pu réveiller l'enfant. Des fois, on va partir une brassée de lavage, puis là, ça va réveiller l'enfant de façon incomplète, puis là, il va avoir une terreur nocturne. Donc, il faut être sensibiliser les parents, savoir qu'est-ce qu'on fait dans notre moment où avant on va se coucher là pour être sûr de pas faire un déclencheur là, de terreur nocturne chez l'enfant. Sinon, des fois, il peut avoir des dimensions stressantes aussi. Ils disent que le stress peut avoir un impact ou une association à l'apparition de terreur nocturne. Pour les cauchemars, c'est différent. L'enfant est vraiment réveillé là, quand il y a un cauchemar. C'est plus en deuxième portion de nuit, donc plus dans le sommeil paradoxal. L'enfant va avoir des visions dans son sommeil, il va avoir vraiment peur de quelque chose. Va avoir une image, va penser que des monstres en dessous de son lit, donc il va avoir vraiment rêvé à un contenu épeurant. Et la meilleure façon, c'est d'en parler durant le jour avec son enfant, de le faire dessiner, après de faire quelque chose de rigolo sur son dessin. Donc, c'est vraiment le traitement des cauchemars, c'est tout un monde, là, mais grosso modo, là, il y a quelque chose à faire. Puis la meilleure façon, c'est d'en parler durant le jour. Pour que l'enfant puisse évacuer toutes les émotions associées à son cauchemar, mais faut pas le faire pendant la nuit, là. Vraiment plus pendant le jour, c'est plus une capacité aussi de réflexion de la part de l'enfant, puis aussi du parent là, qui s'intéresse, par exemple, à son cauchemar. Trouble de transition de l'éveil, je passe un peu là-dessus, c'est moins prévalent, il y en a moins c'est vraiment les enfants qui vont balancer, qui vont avoir un bercement. Les autres parasomnies, plus, je fais comme un petit highlight là-dessus, le bruxisme, souvent, faut en parler au dentiste. Il peut avoir des petites gouttières qui peuvent être mises pour protéger les dents et c'est serrer les dents pendant la nuit. Souvent, il y a un lien avec un peu le stress, l'anxiété. L'enfant, mord fort ses dents puis peut les user davantage. Et l'apnée du sommeil. Je vous donne un petit highlight là-dessus. De plus en plus, les gens peuvent avoir les sinus bloqués durant la nuit. Juste savoir, est-ce que ton enfant ronfle ou a des épisodes de ronflement? Très important d'en parler à son médecin. C'est important de diagnostiquer pour voir si l'enfant a des obstructions là, pendant la nuit. Puis on sait qu'un enfant qui ne dort pas bien de façon profonde est réveillé par son sommeil ou par les obstructions de sommeil. Bien, ça peut faire en sorte un sommeil de moins grande qualité, alors que l'enfant, des fois, va dormir beaucoup, beaucoup, et en plus, va être somnolent ou va avoir des signes de fatigue durant la journée. Donc, j'ai envie de vous dire, parlez-en à votre médecin pour une investigation. Les facteurs, ici, je vais un petit peu accélérer. Dans les facilitateurs, encore une fois, c'est très important de voir peut-être cette petite image-là qui veut tout dire. Une bonne routine, une constance, encore une fois, l'horaire, les activités sportives pendant la journée, loin du coucher, le calme dans la famille, l'environnement de sommeil sécurisant, calme, sombre, pas d'écran dans la chambre, entraîne un début de sommeil vraiment plus tôt. Alors que, moi j'appelle ça les perturbateurs de sommeil qui viennent faire dérailler le train et amener l'enfant vraiment à se coucher plus tardivement. Donc, on a un peu l'inverse, le contraire. Le manque de constance dans notre routine, les activités des fois parascolaires qui empiètent sur l'horaire de coucher, exposition aux écrans avant le sommeil ou dans la chambre, pour des fois les plus vieux, l'alcool, les drogues, le stress familial, aussi la performance. Hein. Trop grande stimulation veut dire aussi plus grande période de relaxation avant de dormir. On n'est pas un bouton on-off là, à dire, ben là, j'ai été très stimulée, là, c'est le temps de dormir.
t'sais. Donc, il faut avoir une zone tampon. Et cette zone-là tampon est vraiment régulée par la routine. Donc, c'est important de mettre en place des bonnes habitudes de sommeil, puis d'avoir une routine là, qui nous aide vraiment à décompresser pour vraiment que tout après notre mélatonine s'installe et qu'on se mette à vraiment s'abandonner dans les bras de Morphée. Donc, comment améliorer son sommeil? La meilleure façon, c'est de l'observer. Dans un premier temps, fait que je vous ai mis un journal ici que vous pouvez trouver sur le site pour ne pas dormir debout. Et sinon, pour les enfants plus jeunes, vous avez le site apprenderadormir.com qui est vraiment dans Agenda. Puis là, vous pouvez télécharger le PDF. Puis après, c'est à vous, là. Et vous remplissez. Aujourd'hui, je me sens comment? Est-ce que je suis satisfaite de mon sommeil? À quelle heure je me suis levée? À quelle heure je me suis couchée? À quelle heure je me suis endormie? Donc, la latence, combien de temps ça l'a pris? Est-ce que j'ai vraiment dormi? Combien d'heures j'ai vraiment dormi? Est-ce que je suis dans la moyenne ou est-ce que ça me ressemble plus? J'ai fait une sieste aujourd'hui de temps. Et après, tu as des notes sur tes habitudes de vie. Tu fais de l'exercice, as-tu bu de la caféine pour les adolescents? Est-ce que mon cellulaire était dans le salon pour la nuit ou était vraiment dans la chambre? Donc, après, c'est à remplir comme ça. Puis, vous pouvez vraiment voir si il y a des gros changements, mettons, en fin de semaine, comment votre sommeil finalement se porte. Et selon, encore une fois, vous n'allez pas m'aimer, mais c'est vraiment l'hygiène de sommeil qui revient le grand gagnant de comment améliorer son sommeil. C'est vraiment vu comme étant des heures de coucher plus tôt et une durée de sommeil plus longue. Il y a 3 axes que vous pouvez lire, là. C'est vraiment les habitudes de vie. Donc, pour avoir une meilleure régularité, là, je ne vais pas me répéter, mais manger suffisamment, sainement, limiter la consommation de caféine, des fois l'après-midi, juste le matin, faire de l'exercice régulièrement, gérer son stress et le fameux environnement exempt d'écran de sommeil. Vraiment ne pas rentrer d'écran dans la chambre, c'est vraiment l'idéal. Et la fameuse routine qui nous prépare au sommeil, qui vient vraiment nous aider à nous faire une transition entre la stimulation, l'éveil et le sommeil, avec des temps calmes. On a vraiment besoin de temporiser la stimulation vers vraiment le dodo. Alors qu'aujourd'hui, on cherche vraiment pas de stimulation. On peut avoir de la stimulation partout, autant sur le net que dans les séries qu'on peut écouter, tout ça. Donc, on a vraiment tout un travail à faire de temporisation si on veut avoir un bon sommeil de qualité. Donc, les projets sur le sommeil, je vais rondement, puis on est sur la fin. Je voulais vous parler dormir du bon pied. C'est vraiment, s'il y en a qui veulent plus en connaître sur le sommeil 0-5 ans, c'est des jeunes parents ou transmettre la nouvelle de ce site Internet-là, qui a toutes sortes de textes vulgarisés basés sur des données probantes. Ça s'appelle www.apprenderadormir.com qui découle d'une subvention qui a été offerte là, par le Fonds de recherche du Québec, donc que j'ai obtenu là, en 2021. Et mon collègue Mathieu Pilon a reçu exactement la même subvention, mais à l'Université de Sherbrooke, qui, lui, travaille plus sur le sommeil des ados. Donc, ce qu'on veut, c'est évidemment, il y a toutes sortes il y a un café scientifique qui arrive bientôt le 20 mars. Donc, s'il y en a qui ont des adolescents qui veulent vraiment plus donner leur façon de voir les choses, la meilleure façon, c'est d'inclure les adolescents, d'inclure les enfants aussi, de les sensibiliser à l'importance du sommeil, puis peut-être qu'ils vont trouver aussi des façons de faire que nous, on n'a pas pensé pour diminuer les écrans, pas les mettre dans les chambres, mais de trouver une façon pour les intégrer pour pas qu'on devienne esclaves des écrans, puis que finalement notre sommeil soit perturbé, puis qu'on aille moins bien là, dans notre société. Donc, merci de votre attention. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus. Il va y avoir le webinaire plus là si vous voulez comme davantage bouquiner sur certains liens, mais ça m'a vraiment fait plaisir de vous transmettre un peu ces connaissances-là de façon large là, pour vos familles en tant qu'intervenants ou en tant que parents, d'où vous venez. Voilà.
Ben, merci beaucoup, Evelyne, pour cette présentation fort intéressante. En effet, vulgarisée. Je regardais, il y a beaucoup de contenu scientifique, mais que vous arrivez à nous livrer en donnant des exemples vraiment intéressants, précis. J'espère que tous les auditeurs, spectateurs ce soir auront pu trouver quelques réponses. Puis, je serais curieuse, on ne peut pas vous entendre encore une fois, mais on peut vous lire. N'hésitez pas, envoyez-nous dans l'espace de discussion vos commentaires, vos réactions, surtout les questions, profitez-en. On a encore 10 minutes, si on le souhaite, devant nous pour aborder toutes vos questions. Donc, le temps que vous tapiez, moi, je peux peut-être en poser. On a parlé des siestes, vous avez parlé beaucoup des siestes. Donc, on sait que les siestes chez les petits sont importants, mais qu'en est-il dans le développement, mettons, chez l'adolescent, puis même l'adulte? C'est une très bonne question. Les siestes, ça fait partie évidemment du... c'est pas tout le monde non plus qui a besoin de faire une sieste. On sait que chez les adolescents, on a parlé tantôt de délai de phase. Mm-hmm. Donc, souvent, ce que les adolescents vont vivre durant la semaine, c'est une dette de sommeil, puis ils vont des fois faire des siestes éclairs un peu pour aller mieux, pour après sortir encore plus tardivement et tout ça. Donc, moi, ce que je dis, c'est que quand on ressent un peu cette fatigue-là, c'est comme un peu, les ondes lentes sont comme un peu quelque chose qui vient perturber notre fonctionnement. En fait, chez les adolescents, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, dans le sens que plus tu fais tes siestes, plus tu vas être capable de sortir tardivement. Donc, tu ne réussiras pas à avoir une bonne régularité de sommeil. Donc, dans ce sens-là, il faut comme faire attention parce que sinon, c'est comme si l'idéal, c'est d'avoir quand même une régularité de sommeil, mais quand même, on peut comprendre les adolescents d'avoir besoin de faire des siestes de temps en temps pour récupérer cette dette-là. Fait qu'encore une fois, c'est pas de diaboliser les siestes, c'est juste de dire comment j'observe mon sommeil. C'est vrai que j'ai tendance à faire à chaque fois une sieste. Est-ce que je pourrais essayer plutôt des fois de me coucher un peu plus tôt, puis peut-être de pas avoir besoin de ma sieste par la suite. Pour les personnes plus adultes, quand ça arrive qu'à un moment donné, au niveau de l'âge, on ressente vraiment le besoin de faire une sieste après le dîner, essentiellement. Là. Puis il y a plusieurs cultures aussi qui font cette sieste-là. On l'appelle la sieste postprandiale. Donc, et c'est vraiment le décalage entre notre horloge circadienne et notre sablier, là, notre horloge homéostatique qui crée un peu cette baisse de vigilance-là de 1 à 3 heures l'après-midi. Donc, pour les personnes plus âgées, ben c'est très bien en même temps d'aller compenser un petit peu cette sieste-là. Encore une fois, il ne faut pas que notre sieste vienne diminuer notre sommeil de nuit. Ce qu'on préfère, c'est avoir un sommeil de nuit de qualité sans avoir besoin de sieste. Pour moi, c'est le sommeil qui est le plus réparateur. Mais en même temps, des fois, malheureusement, avec l'âge, notre sommeil perd en qualité et on n'a pas le choix de le compenser par une sieste. Et c'est comme ça qu'on réussit à avoir un fonctionnement relativement avec une bonne santé mentale, avoir envie de faire des choses. Donc, faut pas juger non plus en faisant une sieste, puis on est rendu là dans notre stade développemental, mais l'idéal, c'est quand notre sommeil va bien au niveau de l'âge adulte, là, on n'est pas supposé de faire de sieste, de ressentir parce qu'on a un sommeil réparateur durant la nuit. Puis chez les plus petits, ben c'est à un moment donné, c'est le pilier développemental fait en sorte qu'ils n'ont plus besoin de faire de sieste comme les adultes, mais ils ont besoin quand même de beaucoup plus de sommeil de nuit que nous, les adultes. C'est intéressant parce que j'entends, je pense, dans ce que vous dites, qu'il y a pu quand même avoir une évolution du sommeil à travers peut-être les générations due à l'augmentation de loisirs, peut-être de rapidité de société, d'écran. Donc même chez les adultes, quels sont les modèles que l'on offre peut-être parfois à nos propres enfants. On parle de routine, de mettre certaines choses en place avec les adolescents, les enfants, mais par où on commence avec nous-mêmes? C'est une bonne question. Juste depuis un siècle à peu près, on a perdu 1 heure de sommeil en tant que tel. Fait en tant que société, oui, on a des questions à se poser c'est pas parce qu'on a besoin moins de sommeil que la société avant. Là, on a besoin autant de sommeil. C'est juste qu'on a plus de stimulation autour de nous. Puis on dirait qu'on veut plus dormir efficacement. Puis il y a beaucoup de modèles aussi de gens qui ont réussi, qui sont des petits dormeurs, mais en même temps,
c'est vraiment pas la majorité des gens qui sont des petits dormeurs. Puis il y a des gens aussi qui se disent petits dormeurs alors qu'ils le sont pas, parce que des fois c'est mal prôné ou tout ça. Donc, tu sais, c'est être petit dormeur, il y a 1 sur 10 à peu près personnes de la population. Donc, il faut apprendre à avoir du temps pour prendre soin de notre sommeil. Puis, il y en a des marmottes. Il y a des gens qui aiment beaucoup dormir. Puis, c'est pas parce qu'on est moins plus paresseux ou quoi que ce soit. Faut juste respecter notre besoin individuel de sommeil. Puis, si on le respecte, on va vraiment bien fonctionner. En tout cas, beaucoup mieux fonctionner durant la journée. Oui, ça, c'est un point que je trouve très intéressant, de déconstruire certains mythes et préjugés qu'on peut avoir. On avait Michel dans le chat qui posait une question au niveau du cododo. Elle disait, trouvez-vous que le cododo favorise le sommeil chez les jeunes enfants? Ça, c'est une grosse question. On avait posé, on a fait un texte vulgarisé sur le cododo. Le cododo, premièrement, c'est une définition qui est bien large, là. Même le fait de dormir, par exemple, le lit de l'enfant très jeune dans la chambre des parents est considéré comme le cododo, mais pas de lit, mais d'environnement de sommeil. Puis un cododo aussi partage du lit partagé. Il y a plusieurs cultures qui le font, mais ça dépend vraiment de ta constance. Donc, si le parent, par exemple, décide d'introduire l'enfant dans sa chambre au début de la vie, il y a vraiment c'est important après de faire la transition dans sa propre chambre, puis de choisir à quel moment aussi on le fait. Parce que ce qu'on sait dans la littérature, c'est que les enfants qui sont dans leur chambre, qui se réveillent, puis après qui vont dans le lit parental, ça fait un renforcement négatif dans le sens que l'enfant va avoir tendance toujours à se réveiller pour aller recréer cette association-là. Mais si la famille décide de vraiment avoir un aménagement de sommeil de cododo, ça, c'est vraiment un choix familial, dans le sens que tout le monde va dormir de cette façon-là. Il n'y a pas de changement durant la nuit. Donc, ça, c'est vraiment différent. Fait qu'il faut vraiment comprendre le cododo. C'est-tu le cododo réactif? Celui-là, il est négatif parce qu'il vient faire vraiment comme augmenter les éveils nocturnes chez l'enfant. Mais si c'est un cododo d'aménagement de sommeil, ça, c'est vraiment un choix familial. Donc, est-ce qu'on pourrait dire est-ce que c'est une forme de cododo quand plusieurs enfants dorment dans une même chambre? Si, mettons, j'ai plusieurs enfants, j'ai peut-être moins de pièces, ou mes enfants aiment dormir ensemble, est-ce que c'est une forme de cododo et est-ce qu'on observe des impacts sur leur sommeil? C'est un aménagement de sommeil qui est à plusieurs, selon en plus la configuration de l'appartement, du condo, de la maison. Puis il y a des enfants aussi qui aiment dormir avec leurs frères et sœurs dans des lits séparés, puis ça fait de la présence. Les enfants dorment quand même relativement assez profondément. Hein. Fait que si moindrement vous voyez pas de gêne, puis tout le monde est comme relativement de bonne humeur le lendemain, il n'y a pas de signe de fatigue dans ce que j'ai dit, avec pas de somnolence, ça veut dire que c'est un aménagement de sommeil qui correspond à votre famille. Donc, ce que j'entends, c'est important de s'adapter à son propre rythme ou de trouver son rythme de sommeil, comme ça peut être super important de s'adapter aussi à son environnement de sommeil. Exactement. L'environnement de sommeil devient de plus en plus important à explorer. Puis, il faut regarder, voir est-ce que ça a un impact sur le sommeil de l'enfant. Est-ce que tout le monde dort bien? Hein? Parce que le cododo aussi, dans la chambre familiale, aussi, il faut que le parent se pose la question, est-ce que moi, je dors bien? Si moi, je me mets à pas bien dormir parce que j'entends mon enfant respirer ou même il est dans le lit familial, même si on a pris un king puis l'enfant est toujours en train de me réveiller, peut-être que c'est le parent finalement en bout de ligne qui va dire, là, il va falloir qu'il y ait un changement à ce niveau-là parce que moi-même, je vois que j'ai de l'irritabilité, je vois que je vois moins bien au niveau de ma santé mentale. Donc, il faut que la famille aille bien selon l'aménagement choisi. Et je pense à des cas d'amis, de gens qui m'ont parlé de leurs enfants qui avaient de la difficulté à aller dormir ailleurs. Donc, par exemple, je veux aller à l'hôtel, je veux partir en vacances, je veux aller au chalet, ou j'ai besoin d'un week-end en amoureux et je voudrais que mon enfant dorme chez grand-papa et grand-maman, mais l'enfant a de la difficulté à s'adapter à un autre environnement de sommeil. Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce que c'est un sujet d'étude que vous avez également? Moi, c'est pas un sujet d'étude que j'ai également, mais essentiellement, ça va revenir un peu à la même chose que j'ai dit. C'est vraiment
le garant, c'est vraiment la routine. La routine est là pour calmer l'enfant, pour que le cadre soit similaire de peu importe les endroits où l'enfant est présent. Donc, si la routine est la même, faite par mamie, grand-maman, ça va être beaucoup plus sécurisant pour l'enfant. Peut-être qu'il va avoir un temps d'adaptation un peu plus long, mais si la routine est relativement faite de façon courte, interchangeable, parce que le but, c'est que la routine ne soit pas uniquement faite par le même parent. Donc, courte, interchangeable et dans le même ordre pour un enfant un peu plus jeune, ben ça, c'est quelque chose de gagnant qui peut être exporté, peu importe les endroits où l'enfant est présent. Merci. En tout cas, moi, je retiens, j'ai beaucoup apprécié, parce que je vois, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. J'imagine que le sujet était très clair ou que tout le monde va prendre le temps de processer les questions qu'ils ont peut-être, mais j'ai retenu quand même quelque chose d'essentiel, c'est cette importance du sommeil dans le développement, entre autres cognitif, mais aussi dans le développement de la croissance. Mais je trouvais ça fascinant d'entendre qu'il peut y avoir une espèce de cumulation, en fait, par rapport à la qualité de sommeil et les résultats scolaires plus tard, quelques années plus tard. Vous avez parlé peut-être vers l'âge de 10 ans. Donc, c'est comme toutes les saines habitudes de vie, mettre des bonnes bases dès le début. Finalement, c'est ce qui est le plus important, et de considérer le sommeil comme faisant partie de ces saines habitudes de vie-là. Oui, tout à fait. C'est un très beau résumé. Merci. Ben, il est 20h, alors merci à tous et à toutes de votre participation. Merci énormément, Madame Touchette, d'avoir été avec nous. C'était fort intéressant et très apprécié. Je pense que tout le monde va pouvoir aller un peu plus loin avec le webinaire, le WebiPlus, le partager. On va sûrement avoir d'autres questions qui vont surgir, donc prenez le temps d'explorer le tout. Encore une fois, merci. Prochain webinaire sera en février, mais il est destiné au milieu scolaire. Nous avons une rencontre avec Domino Sant'Antonio, la batteuse montréalaise, pour parler de persévérance scolaire. Et puis, en mars, reprendra la série des webinaires pour adultes, entre guillemets. Donc, vous pouvez regarder sur notre site web prel.qc.ca pour toutes ces informations. Et sur ça, je pense qu'il nous reste à vous dire bonne nuit, faites de doux rêves, dormez bien, chers spectateurs de ce mercredi soir, et à très bientôt. Merci, au revoir.